BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaim et son tour du monde des études et des livres. Et puis notre chroniqueur aujourd'hui, Frédéric Simotel, qui lui nous fera voyager dans le temps, notre bibliothécaire du jour. Donc il nous ramènera dans les années 70. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques à ma gauche. Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr, grand animateur aussi de la rubrique livres. Et puis à ma droite, le plaisir de retrouver Dorothée Duron. Bonjour Dorothée. Bonjour Emmanuel. Dorothée, vous la connaissez, elle avait déjà remplacé Christian. Elle remplace aujourd'hui Jean-Marc Daniel. Elle est directrice générale du cabinet de conseil Blenders et grande lectrice. Alors, messieurs, dames, vous avez choisi aujourd'hui de vous attaquer à un beau morceau, un gros pavé. Ça s'appelle « Que sait-on du travail ?» Donc on sait beaucoup de choses apparemment sur le travail. Ouvrage collectif publié aux presses de Sciences Po. Ce que je vous propose, c'est peut-être un petit tour de piste pour avoir votre sentiment général sur le livre. Allez, Dorothée Duron. Alors, d'abord, c'est très épais comme livre, donc ça, on s'en doutait qu'un sujet pareil, ça allait être long. Moi, j'étais assez dubitative sur l'idée qu'on allait trouver de nouvelles informations. Et en fait, c'est la vraie surprise, c'est que l'exercice qui est fait montre un vrai changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de choses écrites sur l'emploi, mais finalement, peu de choses écrites sur le travail. Et ce changement de paradigme qui, en fait, correspond à la fois au ralentissement du chômage en France et à un renversement de la relation entre salariés et employeurs, c'est une première raison. Et ça, je trouve ça très intéressant d'avoir ce mot travail qui est vraiment étudié profondément, à la fois les conditions de travail, mais aussi le rapport au travail. C'est-à-dire qu'on peut avoir un rapport positif au travail ou un rapport négatif, ou rester sur le tripolium, la torture chez les Romains. Et finalement, voilà, moi, c'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce livre, c'est ce côté positif qu'on pouvait trouver dans le travail et l'utilité du travail. C'est un mot très important dans le livre. Christian Chavagneux, votre impression générale sur ce livre. Ça perçoit déjà qu'il y a une soixantaine de chercheurs en France, d'universitaires qui travaillent sur le travail. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Et de ce point de vue, c'est assez structurel. Ça fait déjà très longtemps que tous et toutes, parce que c'est assez mélangé hommes-femmes, travaillent sur le sujet. Et je suis assez d'accord avec la première remarque de Dorothée, à savoir que d'habitude, on parle emploi, on parle salaire. Et là, on parle vraiment travail et conditions de travail. Et ça, c'est vraiment un thème intéressant. Alors Dorothée, parmi tous les thèmes, parce qu'il y a énormément d'articles, qu'est-ce qui vous a frappé ? Qu'est-ce que vous voulez retenir ? Si je vous disais les 3 idées principales que vous retenez de ce livre. Alors moi, l'idée principale, en tout cas ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est le sens du travail, qui est revenu à plusieurs reprises dans plusieurs des papiers qui sont cités. Pourquoi je veux revenir là-dessus ? C'est que le sens du travail, on en entend parler avec les nouvelles générations, et de loin, pour moi, c'était un peu une vague fumisterie on essaie de justifier le fait de rien faire. Ouais. Et en fait, quand on regarde, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant là en l'espèce, c'est d'analyser pourquoi les gens parlent de perte de sens dans leur travail. D'abord, il y a plusieurs papiers qui reviennent sur les conséquences de cette perte de sens. Un niveau d'arrêt maladie qui est très élevé, d'absentéisme qui est très élevé, mais surtout en 2022, 2,5 millions de personnes qui ont quitté leur emploi, soit en démissionnant, soit avec des transactions. Et ça, évidemment que ça alerte un petit peu. Et dans tout le travail, il y a une vraie analyse sur de quoi on parle quand on parle de sens, perte de sens. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a... finalement, ça touche aussi bien l'école bleue que l'école blanc. Alors, ce n'est pas pour les mêmes raisons, mais les deux sont touchés. Et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant parce qu'on a toujours l'impression que une population est plus exposée que l'autre. Mais là, on voit bien, dans toutes les études qui ont été faites avec des cohortes qui sont très différentes, que finalement, cette perte de sens existe des deux côtés. Alors, elle se manifeste chez les cadres plutôt dans une perte de sens et d'utilité sociale où on passe son temps à faire des process, à remplir, faire du reporting, mais on ne sait pas bien pourquoi. Et de l'autre côté de la chaîne, et ça c'est très, très intéressant, c'est sur les ouvriers de finalement, on leur met des process, on a inventé le lean management, mais finalement le lean management à la française, mais ça je crois que Christian voulait en parler aussi,
c'est mal fait. C'est-à-dire qu'on a renversé, on a donné une dimension presque algorithmique au travail et on voit presque s'échanger le rôle entre la machine et l'homme. Christian, sur justement cette question du management à la française que vous vouliez aborder. Oui, moi j'ai été assez surpris. Il y a une question qui me taraude, macroéconomique depuis longtemps, c'est à chaque fois qu'il y a des enquêtes et des stats sur l'innovation en France, on voit que les entreprises françaises sont toujours derrière. Elles innovent beaucoup moins que les autres. Pourquoi ? Donc on peut chercher des explications macroéconomiques, mais là je trouve dans ce bouquin des explications qui sont liées au mode de travail et à l'organisation de ce qu'on appelle le management à la française. Par exemple, il y a un des articles qui nous dit les cadres dirigeants des entreprises françaises, ils ont suivi le modèle éducatif français qui est vertical, hiérarchique. Il y a un sachant en haut et nous en bas on écoute. Eh bien, les managers qui arrivent dans les entreprises reproduisent dans l'entreprise ce qu'ils ont appris à l'école. Donc c'est la hiérarchie, c'est vertical et ça incite pas beaucoup à donner de l'autonomie, ça incite pas beaucoup à l'innovation. Il y a aussi bien sûr un phénomène macro qui est rappelé là, qui est toutes les exonérations de charges de cotisations sociales qu'on a au niveau des bas salaires, ce qui incite à se spécialiser plutôt dans les bas salaires, plutôt dans le très peu qualifié. On peut innover dans le peu qualifié, mais c'est marginal. Si on veut vraiment beaucoup d'innovation, beaucoup de gains de productivité, il faut aller dans le qualifié. Et là, les conditions institutionnelles françaises ne font pas ça. Et il y a un papier qui nous dit, attention, quand vous voulez innover, il ne s'agit pas d'aller acheter une technologie et de la mettre dans une entreprise. Il faut qu'à l'intérieur, la technologie, l'innovation, il faut que ça se diffuse. Et dans les entreprises françaises, ça ne se diffuse pas. Donc on a aussi là une explication du fait que notre management à la française, ou ce qui ne fonctionne pas dans le management à la française, est l'une des causes du manque d'innovation. Et après, ça explique en partie le déficit extérieur. Alors que souvent, c'est lié au fait que justement, on a tendance à promouvoir les gens qui sont techniquement les mieux à même de résoudre les problèmes et qui deviennent chefs, alors que c'est pas forcément eux qui sont les meilleurs managers. Alors il en faut, mais en même temps, voilà, c'est pas forcément eux les meilleurs managers, tout à fait. Alors ça suffit pas. Un chapitre qui vous tenait à cœur, Dorothée, et qui vous agace. Ah bon ? Non, mais qui m'agace, non, mais en plus, là, il était très, très décevant. C'est que c'est sur l'opposition capital-travail. Donc, moi, j'avais vraiment, parce que je pense qu'on a une vraie réflexion actuellement, où on fait une énorme erreur à vouloir penser que la valeur ne vient que du capital. Je dis ça parce que quand on dit on va mettre des actions gratuites, on va faire un meilleur partage de la valeur, en fait, tout ce qu'on propose aux salariés, c'est finalement un accès au capital. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la valeur est dans le capital, mais c'est pas vrai. La valeur, elle est dans le travail. Il n'y a pas meilleure façon que dévaloriser le travail que de dire qu'il faut le rémunérer avec du capital. Enfin, pour moi, c'est une forme d'absurdité. Et là, le papier capital-travail, c'est un peu ma déception du livre, parce que c'est très, très spécifique. Ça tente de faire une corrélation entre le niveau de financiarisation d'une entreprise et son exposition aux conflits sociaux. C'est un peu tiré par les cheveux. Je n'ai pas réussi vraiment à voir où était la démonstration. Donc j'ai pas trouvé ça particulièrement éclairant. En revanche, mais la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de lien. C'est la pas conclusion si du chapitre. Je trouve que c'est pas si clair. Moi, je suis arrivée à la fin en me disant, alors il pense quoi objectivement sur le sujet ? C'est bien répété dans la conclusion. Ouais. Non, ça n'a pas appris. Justement. Et je pense que les auteurs voulaient montrer ça en disant les entreprises où on court après le cours de bourse, où on va absolument distribuer des dividendes, on va maltraiter les salariés, donc il va y avoir plus de conflits. Ils disent non, finalement, il y a des conflits là où d'habitude il y a des conflits. Et que ce soit financiarisé ou pas, en fait, il n'y a pas de lien entre les deux. Oui, moi je trouve que c'était pas aussi. Moi, je l'ai pas trouvé aussi explicite. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est sur l'entreprise low cost. Je reviens sur ce que disait Christian. C'est justement cette course à vouloir baisser les charges, mais pas au bon niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on les baisse au niveau du SMIC et 1,5 du SMIC en gros. Et résultat, en fait, on tire complètement vers le bas. Et moi, je trouve que ce point-là, dans ma réflexion sur comment organiser la relation capital-travail, le point il est là. C'est quand même comment on fait pour mieux payer les gens à toutes les échelles et pas simplement dans les premières étapes de l'entreprise. C'est dit. Christian, le chapitre, vous, sur les conditions de travail. Ah oui, parce que là, on vient de parler rémunération, c'est vrai, mais l'emploi, est-ce qu'on a du boulot ou pas ? Une fois qu'on a un boulot, comment on est payé ? C'est important. Mais on est passé beaucoup à côté, notamment, c'est un reproche qui a été fait ces derniers temps au syndicat. Attention, les conditions de travail sont importantes. Et là, on a plusieurs chapitres qui sont quand même assez dramatiques pour la France, parce qu'on bénéficie de sondages européens. Donc là, on va vraiment, au niveau de la Commission européenne, c'est vraiment les mêmes questions, on peut suivre
responsable sur longtemps. Et de quoi on s'aperçoit que les Français les salariés français sont très attachés au travail. Pour eux, c'est important de se réaliser en partie dans le travail. Sauf que ce sont aussi les salariés français qui disent on est les moins bien en termes de conditions de travail. En termes d'autonomie, ceux qui disent qu'ils ont le moins d'autonomie, les risques physiques, il y en a le plus, les problèmes de santé au travail, il y en a plus. Pourquoi tout ça? Il y a plusieurs raisons qui sont évoquées. Est-ce que, par exemple, la numérisation, ça nous taylorise. Il faut suivre l'homme est un accessoire de la machine. Il faut suivre ce que disent les algorithmes et ce que disent les machines. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'explications qui nous disent voilà, une intensification du travail, ce que en termes marxistes on appelle trop de travail mort par rapport à trop de travail vivant. Le travail mort, c'est ce dont parlait Dorothée tout à l'heure, le reporting, les réunions, toute la bureaucratie. Et le travail vivant, c'est le travail qu'on fait vraiment, là où on se réalise. Bon voilà, il y a plein d'explications qui nous disent malheureusement le constat il est là. Et puis il est vraiment constant depuis plusieurs années, les salariés français disent qu'ils ont les plus mauvaises conditions de travail au sein de l'Union européenne. Ouais, et je rajouterais, si j'ai le temps, c'est qu'il y a 2 points. Tout à l'heure, on parlait d'innovation et en fait, le reproche qui était fait dans le management à la française, c'est qu'en fait, il ne se nourrit pas assez de ceux qui exécutent. Et quand il y a un papier remarquable sur l'aéronautique et une comparaison de l'utilisation du lean management en Suède et en France, et l'énorme différence, c'est cette capacité à enrichir un process. Le lean management, à l'origine, c'était pas du tout... Enfin, c'était justement pour donner plus de proximité aux doueurs, à ceux qui faisaient. Et là, on se retrouve en France à avoir finalement un lean management qui est complètement délétère, enfin, qui n'a plus aucun sens en France. C'est-à-dire tous les bénéfices, on les trouve plus parce qu'il n'y a pas cet enseignement, cette formation qui remonte. On termine avec un sujet, alors Dorothée ce sera rapide parce que c'est un sujet qui ne vous passionne pas, mais qui passionne Christian, c'est le sujet sur la discrimination des femmes. En 2 mots, pourquoi ça ne vous passionne pas Dorothée? Parce qu'on en parle trop. D'accord. Et bien Christian, il va nous en parler quand même un peu. Parce qu'on n'en parle pas assez. du côté de ce qu'on appelle les premières lignes, les secondes lignes, le nettoyage, le commerce, tout ça, le transport, on s'aperçoit que ce sont des métiers très féminisés, des métiers où on est très mal payé, où il n'y a pas de perspective de carrière. Par contre, les contraintes horaires et ou physiques sont très fortes. Et donc là, on voit que les femmes sont assez maltraitées de ce point de vue-là. Et quand on passe de l'autre côté, du côté des femmes cadres, là, on s'aperçoit, alors, quand même, la bonne nouvelle, pratiquement la seule bonne nouvelle du livre, parce qu'on en ressort un petit peu dépité de ce bouquin, la seule bonne nouvelle du livre, c'est que la part des femmes chez les cadres dirigeants monte. Mais quand on arrive au niveau de la direction générale ou de la présidence, là, c'est beaucoup plus difficile. Et quand elles y arrivent, elles sont moins payées que les hommes. Donc, il y a quand même encore un gros problème de discrimination. Les discriminations au travail, il y a les femmes, il y a les jeunes, il y a plein d'autres choses. C'est aussi une partie du livre. On va sur la discrimination au travail. Je ne vais pas dire en fait que ça ne m'intéresse pas, mais comme j'en lis beaucoup, je n'avais pas forcément envie d'en reparler. Et là-dessus, vous n'avez pas appris grand-chose. Là, non. Enfin, c'est des données qui sont connues et la seule chose le point qui est intéressant, c'est de voir sur la notion de sens, de utilité au travail, c'est qu'effectivement toute l'industrie du care qui a été en première ligne, ça fait partie des rares industries où justement il y a du sens parce qu'il y a une proximité avec les gens. Et ça aussi, c'est très intéressant. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir décrypté ce très gros travail sur le travail. Donc, que sait-on du travail? C'est aux presses de Sciences Po. Allez, on se retrouve tout de suite avec notre bibliothécaire du jour, Frédéric Simotel. Il nous renvoie dans les années 70.